Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République dans l'Est de la République. Après Goma, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo annonce qu'il sera à Béni et à Butembo, mais aussi à Nitouri. On parle de ces questions-là dans cette édition du journal. Et demain, c'est une journée, ça casse ou ça passe pour certains sénateurs au niveau de la Chambre haute du Parlement. Le Sénat doit en principe tabler sur la question de la levée des immunités de certains sénateurs, notamment Alexis Thambwe Mwamba. La question de la levée des immunités d'Augustin Matata Pongo sera également à l'ordre du jour. On parlera de ça. On reviendra sur d'autres questions beaucoup plus importantes, un peu plus importantes de l'actualité, peut-être la congolité et toutes ces questions-là. Pour la première fois, j'ai le plaisir de recevoir dans ce plateau M. Rodrigue Mwamba. Monsieur Mwamba, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour beaucoup monsieur Perrault. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir pour la première fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Non, pas du tout. Je vais prendre l'habitude. Il faut prendre l'habitude. Je rappelle que vous êtes cadre du parti Le Centre. Le porte-parole. Le porte-parole du Centre et de messieurs Germain Kambinga. Comment va Germain Kambinga? Il a été le tout dernier ministre, le tout dernier membre du gouvernement, ça veut dire en termes de préséance. Il occupait le tout dernier poste. Est-ce qu'il va bien, monsieur Kambinga? Il se porte à merveille, il est toujours en train de travailler parce que nous sommes en train de préparer la restructuration du regroupement. Donc bientôt, nous allons le rendre public. Et voilà, nous continuons, le combat continue. Non mais Kambinga, c'est un monsieur intelligent quand même, il faut le dire, qu'on voyait tout le temps sur le plateau des télés. On a l'impression que le parti, lui-même, l'autorité morale du parti, aussi pas le président, sont entrés en veilleuse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était stratégique. Profiter d'abord du gouvernement, on reviendra, on va rebondir après, parce qu'on n'entend plus parler du centre depuis un temps quand même. Non, pas du tout. Au fait, Germain Kambinga, en tant que président du centre, d'abord vice-ministre, avait le devoir de réserve. Il n'est pas un commentateur de l'actualité. C'est un faiseur, c'est un politicien. Donc, il fait l'actualité, il n'en est pas commentateur. C'est à ce titre-là qu'il ne se montre plus trop dans les médias, mais les avis du centre sont rendus publics à travers nos communiqués, à travers le porte-parole. Pas du tout, c'est pas lui qui parle ici. Parce que en fait, lui, en tant que président, il donne les grandes lignes. Et ces lignes sont répercutées par nous autres, par le porte-parole. Il y a d'autres communicateurs qui font déjà des émissions. Mais la plus grande stratégie, c'est une restructuration que nous préparons. Et ça, il travaille en coulisses. On n'a pas besoin de rendre ça public avant que ces décisions-là soient officielles. Dites-moi, Rodrigue Mwamba, dans la panoplie des partis politiques qui existent ici dans le pays, quelle est la particularité du centre? Pourquoi Kambinga crée-t-il les centres? Finalement, il s'est rendu compte qu'il était au MLC, il a trahi Jean-Pierre Bemba en traversant pour aller embrasser Kabila. Il s'est dit, je préfère faire mon histoire et rester avec... C'est quoi la particularité du centre? Non, je ne pense pas qu'on ait trahi, qu'il ait trahi qui que ce soit. Je crois qu'à partir du moment où Germain Kambinga a décidé de prendre son destin en main, ça n'est pas une trahison parce que les idéaux qu'il a défendus... En allant vers Kabila, c'est ça le problème. C'était l'adversaire qu'on voyait de l'autre côté. Écoutez, il y avait un contexte à l'époque. Le contexte qui voulait finalement que le pays, où les acteurs politiques se mettent ensemble pour le peuple. Et ça, lui, il l'a fait en ce moment-là. Il ne s'agissait pas de trahison ou de se mettre avec Kabila ou quoi que ce soit. Il n'a jamais adhéré au parti de Kabila. Il est au FCC, je rappelle. Au fait, adhéré au FCC en temps
en tant que centre, en tant que président du centre. Le FCC a comme autorité morale Kabila quand même. Exactement. Mais c'est quoi le FCC? C'était quoi le FCC à l'époque où nous adhérions au FCC? Le FCC, c'était un regroupement électoral. Parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Il y avait le rassemblement de l'opposition qui ne semblait pas vraiment vouloir les élections. Parmi ceux qui étaient dans le rassemblement de l'opposition, il y en avait qui voulaient de la machine à voter et d'autres qui n'en voulaient pas. Nous avons trouvé dans le FCC une alternative, ou plutôt un mouvement plutôt cohérent, qui avait un programme cohérent, un candidat unique et qui semblait vouloir les élections. Et nous, en ce moment-là, en tant que centre, ce que nous avions choisi, ou ce que nous avions compris que le peuple voulait, c'était une sorte de stabilité des institutions politiques qui est le gage de tout développement. Et en ce moment-là, nous avons fait le choix de la stabilité et le choix du FCC nous semblait être le meilleur. Et à l'heure actuelle, vous êtes encore au FCC? Parce que le FCC, c'est l'explosion. Mais non, hein, à l'heure des réunions, vous êtes encore au FCC sous le leadership de Kabila. Écoutez, nous pensons aujourd'hui que le peuple congolais aussi est en train de mûrir au fil des cycles électoraux. Et plus nous grandissons, plus ce peuple est en train de mûrir, plus notre processus démocratique est en train d'évoluer, eh bien nous comprenons que ce que le peuple veut ou attend de ses acteurs politiques, c'est une certaine lisibilité, traçabilité dans la façon de faire de la politique. Donc nous avons choisi de ne pas aller dans cette, dans cette foire à l'opportunisme qui s'est présentée récemment avec la fin de la coalition FCC-CAJ. Exactement. Okay. Donc nous n'avons pas voulu... foire à l'opportunisme. Exactement. Nous n'avons pas voulu aller dans ce sens-là. Nous avons choisi de garder une certaine identité, mais nous militons. Aujourd'hui, notre position dans le FCC, c'est qu'il faille que nous puissions remettre en phase la vision du FCC avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui, même nous avions perdu les élections présidentielles. En perdant ces élections, même si nous gagnions une majorité, c'était un signal qu'il y avait une cassure entre le FCC et le peuple. Même si nous gardions cette majorité, la majorité, nous la perdions comme nous l'avons perdue, eh bien nous remarquons que le peuple, lui, il reste fidèle, entre guillemets, aux hommes, aux députés, mais pas au mouvement FCC. Ça veut dire qu'il y a une cassure entre le peuple et le FCC. Au centre, ce que nous disons, c'est qu'il est grand temps que nous puissions restructurer la vision pour la mettre en phase avec ce que veut le peuple. Voilà, nous sommes au FCC, mais nous sommes dans le courant des réformateurs. Je reviens sur ma question sur le centre. Je posais la question de la particularité du centre par rapport quand même à cette panoplie des partis politiques qu'il y a dans le pays. Exactement. Le centre, nous avons choisi d'être centre. Pourquoi? Je crois qu'avant même que Germain Kambing a créé le centre, il le disait. C'est que nous arrivons à un moment assez particulier. En 2017... Germain Kambing lance son parti Liberté, puis le mouvement politique Le Centre, où il y avait deux camps qui se battaient pour les élections. Et tous les camps étaient caractérisés, disons, par l'extrémisme. Il y avait les Kabila dégage et ceux qui étaient là pour dire Oumela. Tous étaient dans l'extrême, dans les extrêmes. Nous avons dit, le peuple n'est pas dans les extrêmes. Il fallait que nous puissions nous situer dans ce que nous avons appelé le milieu, c'est-à-dire le centre, pour essayer de concilier les vues. Mais au-delà, aujourd'hui, cette donne-là a disparu. Alors, c'est quoi le centre? Le centre, c'est tout simplement un mouvement politique, un courant politique idéologique qui y est à la recherche du consensus le plus général possible devant toute question de la société. Bref, c'est être objectif dans l'analyse de toutes les problématiques de la société. Nous avons choisi ce camp-là pour ne pas verser dans le fanatisme, pour ne pas verser dans la politique politicienne. Nous avons choisi d'être au centre parce que nous pensons que notre peuple, ou la politique d'aujourd'hui, a besoin de quitter cette émotion qui la caractérise pour aller vers la raison. C'est pas de l'hypocrisie, ça. Est-ce qu'on peut faire de la politique sans pour autant embrasser un camp ou l'autre? Dans le fait, on sait que vous avez embrassé le camp Kabila. En allant vers Kabila, vous n'étiez plus dans le centre. Pourquoi ne pas assumer carrément? J'ai comme l'impression que c'est une rhétorique assez hypocrite des personnes qui refusent totalement de s'assumer. Prenez un courant ou un autre. Non, je pense que c'est plutôt courageux de le dire comme ça. Parce que vous savez, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Nous n'avons pas quitté le centre pour aller vers Kabila. Kabila a créé le FCC, qui n'était pas une structure d'intégration. Le FCC, c'était une structure où plusieurs mouvements politiques, de plusieurs courants politiques d'ailleurs, se rassemblaient avec un objectif commun, c'était les élections. Jamais le FCC ne s'est
transformer en un mouvement politique avec une idéologie et reste cohérente. Donc nous n'avons pas fait cette traversée-là. Nous avons, puisque d'ailleurs nos dispositifs légaux et notre cadre politique nous obligent à avoir un camp politique, dans ce sens-là, oui, nous avons choisi le camp de Kabila. Mais dans le fond, dans l'idéologie... Vous avez même soutenu le candidat présenté par le dans l'idéologie, nous restons le centre. Allez-y partout ailleurs où il y a un centre, ils se positionnent toujours avec, ils peuvent faire des coalitions avec d'autres mouvements politiques, ça n'est pas interdit. Mais ça ne dénature pas leur combat, ça ne dénature pas leur idéologie, ça ne dénature pas leur façon d'appréhender les problèmes de la société. Rodrigue Mwamba, on va mettre le pied dans le plat dans l'actualité. Pratiquement, vous êtes encore dans le FCC, vous souhaitez la restructuration du FCC pour le mettre en phase avec les attentes de la population. L'actualité, c'est les déplacements du président de la République dans l'Est de la République. Il a lancé l'état des sièges il y a un peu plus d'un mois, il y a eu les volcans de Nyiragongo, beaucoup de choses se sont racontées plutôt autour de lui. Il est à Goma, il sera à Beni, il sera à Nitouri. Pour vous, vous pensez qu'il fallait le faire? C'était le moment pour que le chef de l'État puisse aller là-bas? Écoutez, le président de la République, je pense que le peuple de l'Est qui a subi à Goma, qui a subi la rage du volcan Nyiragongo, avait besoin que les autorités, en tout cas au plus haut niveau, puissent se montrer plutôt solidaires avec eux. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce qui ronge réellement le peuple de l'Est depuis toutes ces années, c'est l'insécurité. Le peuple a besoin de voir le retour de la véritable autorité de l'État. Il n'a pas juste besoin de voir un élan de propagande, entre guillemets, politique, qui consiste à mettre en place des mesures, mais sans réel fond. Vous voulez quoi? Vous qualifiez l'état des sièges d'une mesure propagandiste? Vous n'y croyez pas? Non, les écoutez, résultats sont là. Moi, j'ai suivi le porte-parole de l'armée et de la police. Ah, mais excusez-moi. Des cinquantaines de localités récupérées, des nationales. Excusez-moi, c'est ce que nous appelons plutôt des annonces à allure propagandiste. Parce qu'en réalité, le rapport qui est tombé hier du baromètre sécuritaire du Kivu fait état plutôt d'une dégradation en réalité de la situation sécuritaire. Des dizaines et des dizaines de morts ont été enregistrés rien qu'au mois de mai. L'insécurité continue à battre son plein. Et il y a même une localité, j'oublie le nom, que le Codeco a repris il n'y a pas longtemps au FRDC. Est-ce que mettre en place l'état ou décréter l'état des sièges sans réels moyens, sans véritable stratégie de reprise de toutes ces localités et d'imposition de l'autorité de l'État, est-ce que ça, c'est ce dont le peuple a besoin? Le président aurait décidé de mettre en place l'état des sièges sans pour autant avoir une stratégie. Vous ne croyez pas à cette mesure-là? Vous dites qu'il y a dégradation, mais ça diverge un peu avec les comptes rendus que la police et l'armée nous font. Écoutez, je pense qu'il faut être assez objectif. Je me dis que ce dont le peuple a besoin, ce n'est pas franchement qu'on mette en place des mesures et qu'on puisse les rendre plutôt, ou les médiatiser. Ce n'est pas ça ce dont le peuple de l'Est a besoin. Le peuple de l'Est a besoin de résultats. Quels sont les vrais résultats? Aujourd'hui, je ne remets pas en doute ce que la police dit, mais je pense que le baromètre sécuritaire de Kivu est un organisme assez crédible jusque-là, et plusieurs de ces rapports ont été utilisés par le mouvement du président de la République lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Ils s'y accrochaient. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'ouvrir réellement l'œil sur ce qui se passe réellement à l'Est. Il ne suffit pas, au fait, de passer à la télé, d'annoncer des mesures, d'en faire la propagande pour que la situation aille de mieux en mieux. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière, même si on ne communique pas assez là-dessus, mais est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Est-ce qu'il y a l'efficience de l'action de l'État? C'est-à-dire que réellement, la sécurité revient et qu'il y a une véritable stratégie de coopération avec la MONUSCO? Est-ce que on peut compter moins de morts qu'avant? Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas du tout. En tout cas, on croit ce rapport du baromètre sécuritaire de Kivu. On dira quelqu'un du FCC n'a pas de leçons à nous donner. Kabila était la présidente de la République 18 ans. Kabila, général, officier des hauts rangs de l'armée. Si nous en sommes là, c'est Kabila qui nous a laissé dans cette situation. On n'a pas de leçons à recevoir de quelqu'un du FCC sur ces domaines-là. Vous savez, Kabila, je crois qu'aujourd'hui, le Kabila n'est plus la marchandise de ceux qui veulent faire du succès ou ceux qui veulent avoir l'empathie du peuple. Aujourd'hui, l'UDPS, ou le président de la République, l'UDPS, est au pouvoir.
on exige de lui des résultats. Par contre, Joseph Kabila, magique, hein. En 2 ans, on ne peut pas remblayer le trou que Kabila a creusé en tout cas, pendant 18 ans. on exige plus de résultats que de propagande. Voilà ce qu'on demande. On demande moins de propagande, plus de résultats. Alors, si les résultats ne sont pas à la hauteur de la propagande, eh bien, il faut être modeste. Il ne faut pas donner l'impression qu'on a arrangé tous les problèmes du Congo, alors qu'en réalité, on ne fait que des petits pas de nain. Voilà, au fait, c'est ce que nous demandons. Kabila, en 18 ans, mais Kabila trouve un pays divisé. Kabila trouve un pays où la sécurité, il y avait 4 armées étrangères sur le sol congolais. Et Kabila, justement, met fin à cette guerre-là. Nous avions dit depuis longtemps, quand je dis nous, c'est-à-dire au FCC, que la guerre ou l'insécurité qu'il y a à l'Est a quitté la sphère de guerre classique pour devenir une guerre de terrorisme et tout. À l'époque, asymétrique, à l'époque, c'est l'UDPS qui avait refusé cela. Et aujourd'hui, ils sont devant les faits. Il l'accepte, il l'assume et on avance. Donc on ne peut pas revenir sur la donne Kabila maintenant parce que Kabila n'est plus président de la République. Le Congo a besoin des résultats. C'est l'UDPS qui est au pouvoir et c'est à l'UDPS de nous donner les résultats. 2 ans après l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, vous regrettez, vous pensez qu'on est en train de stagner, vous pensez qu'on est en train de progresser, on est en train de reculer. Est-ce que vous croyez à la gouvernance que M. Tshisekedi est en train de mettre en place, vous personnellement? Il ne s'agit pas de la personne. Écoutez, nous n'avons rien, en tout cas au centre, nous n'avons rien contre le président de la République. Ce que nous disons, tout simplement, c'est que nous avons besoin des résultats. Le peuple a besoin de résultats. Et ces résultats se mesurent par des chiffres. Sur le plan sécuritaire, les chiffres sont accablants. Honnêtement, pas grand-chose n'est fait sur le plan sécuritaire. Sur le plan économique, écoutez, la vie aujourd'hui, socialement, est plus dure qu'avant. En tout cas, plus dure qu'il y a 2 ans. En fait, ce que nous disons, c'est que nous avons besoin de ces résultats-là, et les résultats tardent encore à venir. Puisqu'aujourd'hui, le FCC est dans l'opposition, notre rôle aussi, c'est justement de rappeler à ceux qui sont au pouvoir le rôle que le peuple, que nous croyons maintenant, que nous croyons défendre, ce peuple a besoin de ces résultats. L'opposition, c'est la dynamique de la rue. Si vous êtes de vos opposants, testez la rue, on va voir. Non, écoutez, l'opposition... On va voir. Non, écoutez, au fait, la rue... C'est très bien, c'est la dynamique de la rue, mais je pense que ça vient tout seul. Hein. C'est pas forcément, vous savez, l'UDPS aussi à un moment, en 2017, était dépassé. Hein. Ils ont eu besoin de l'Église catholique pour mobiliser dans la rue et tout ça. Donc nous pensons finalement que nous sommes en train de rentrer en communion avec le peuple congolais. Au moment où il faudra aller dans la rue, nous n'avons pas peur d'aller dans la rue, nous allons y aller. Rodrigue Mwamba, porte-parole du parti, le centre de Germain Kambinga. Rodrigue, l'actualité, c'est aussi quand même le Sénat. Vous le savez, demain, la Chambre haute du Parlement doit tabler sur la levée des immunités demandées par le procureur près la Cour de cassation contre Alexis Tambo Mwamba, Roubouye et 2 autres sénateurs. Dans la filée, probablement qu'on va également affiler les dossiers Matata Pogno réclamés par le procureur près la Cour constitutionnelle. Vous dites quoi? Heureux de savoir qu'aujourd'hui, dans ce pays, l'état du droit, la justice s'installe de plus en plus et que le fort d'hier sont appelés à rendre des comptes aujourd'hui? Nous sommes heureux. Bon, écoutez, nous sommes plutôt spectateurs dans l'expectative de voir réellement l'état de droit s'installer. Nous considérons tout simplement qu'il y a, à partir du moment où toutes ces actions en justice ne concernent en réalité qu'un seul camp politique. À partir du moment où toutes ces actions en justice ne concernent en réalité que des citoyens congolais qui ont parfois ou qui ont des ambitions électorales, eh bien, nous avons du mal. C'est quand même ces camps-là qui a géré le pays. Nous avons du mal à considérer que c'est réellement l'état de droit. Pourquoi cet état de droit ou ces actions en justice ne sont dirigées que contre les adversaires politiques potentiels? Pourquoi? Voilà, c'est ce que nous disons. Vital n'était pas un adversaire politique. Oh, mais il le disait tout haut. Kamere était quand même directeur de cabinet du président de la République. Vital Kamere le disait tout haut qu'en 2023, ce serait lui qui serait président selon les accords. Non, mais il a quand même été condamné tout en étant directeur de cabinet du président de la République. Vous ne pouvez pas dire que c'est une vitesse à double vitesse. C'est une justice à double vitesse. Je parle en connaissance de cause. Je parle d'adversaires politiques. Je ne dis pas des gens qui travaillent ensemble, qui sont en opposition. Je parle d'adversaires politiques. Vital Kamere, directeur de cabinet du président de la République, s'est placé directement en adversaire parce qu'il le disait tout haut qu'en 2023, il allait
être candidat du cash à la place du président de la République. Et je pense que aujourd'hui, logiquement, il est permis de penser que si son procès ou s'il a été accusé, traduit en justice, c'est aussi parce qu'il avait ces ambitions-là. Revenons. Écoutez, est-ce que ça vous scandalise pas que vous soyez dans un pays où on cite Matata, l'IGF parle de plus de 200 millions de dollars américains qui seraient détournés. Alexis Thambwe Mwamba, en 2 ans, il a brûlé 80 millions de caisses de la République. Comment vous pouvez justifier ces actes, j'allais dire, criminels sur le plan économique? Excusez-moi, mais ce qui nous scandalise plus que ça, parce que c'est plutôt cette tendance à... Vous savez, notre Constitution consacre la... Comment je dirais? La présomption d'innocence. Voilà, la présomption d'innocence. Mais au Congo, à l'allure actuelle, nous sommes dans la présomption de culpabilité. Personne n'a dit qu'ils sont coupables. On les appelle qu'ils aillent répondre de ce que le procureur... Excusez-moi, permettez-moi de finir mon... Allez-y, je vous en prie. Et c'est cela qui nous scandalise. Parce qu'à partir du moment où des rapports qui ne sont que des rapports, qui ne sont pas des décisions de justice, sont vulgarisés dans le but inavoué de discréditer des personnalités, on ne défend pas ce qu'ils auraient fait. Si réellement ils en ont abusé de l'argent du contribuable, ils doivent répondre de leurs actes. Mais à partir du moment où on fait toute une propagande pour discréditer, pour salir leur personnalité, à partir de ce moment-là, nous sommes scandalisés. Parce qu'ici, nous sommes dans une sorte de, excusez-moi le terme, de république de juges, où il y a la présomption de culpabilité qui est mise en règle, alors que notre Constitution consacre la présomption d'innocence. C'est ça le véritable problème. C'est à cette... excusez-moi, parce que là, j'espère qu'on va couper là. Attendez. Donc, vous voulez dire quoi? Vous voulez nous dire que ces hommes ont pris de l'argent? Vous voulez nous dire que ces hommes qui sont poursuivis doivent... Évidemment, le procureur dit qu'ils sont présumés innocents. Aussi longtemps qu'un juge n'aura pas établi leur culpabilité, c'est des hommes qui sont réputés innocents jusqu'à l'heure actuelle. Exactement. Ce que nous demandons, nous, comme Congolais, c'est que la Chambre haute du Parlement puisse lever leurs immunités pour leur permettre d'aller se défendre et de prouver leur innocence. Ça, c'est pas un péché. Mais on sent qu'au sein du FCC, vous ne voulez pas de ça. Vous savez, il y a plusieurs rapports de l'IGF qui ont concerné un certain nombre d'alliés ou de membres des partis du pouvoir actuel. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne faut parler que des rapports qui concernent des potentiels adversaires politiques? C'est ça la vraie question. À partir du moment où les rapports de l'IGF, certes, ils sont vulgarisés pour que le peuple le sache, mais l'objectif inavoué, c'est aussi qu'il y a une donne politique qui rentre dedans. À partir du moment où la justice elle-même, elle devient, entre guillemets, politisée, eh bien, permettez-nous de douter et de ne pas y croire. Vous dites quoi, notre justice est politisée aujourd'hui? Je parle des rapports qui sont faits, l'objectif dans lequel ils sont publiés ou rendus publics, est-ce qu'il y a une donne politique qui rentre dedans? Donc nous doutons de la démarche. Nous doutons de cette démarche-là, de politisation à outrance, de tous ces rapports-là, alors que jusque-là, je ne sais pas quel rapport a amené à un véritable procès jusqu'ici. Donc pour vous, le Sénat ne doit pas lever les immunités des sénateurs. Nous ne sommes pas arrivés là. Les sénateurs sont des personnalités assez... ils sont sages et ils savent leurs décisions. Ce n'est pas à nous au centre de leur dire ce qu'ils doivent faire. Nous n'avons même pas de sénateurs. Donc nous pensons qu'ils sont suffisamment sages pour prendre la bonne décision. Nous nous insurgeons contre cette sorte de présomption de culpabilité qui est érigée en règle. Rodrigue Mwamba, l'actualité dans le pays, c'est également le projet des lois. C'est plus un projet parce que c'est quand même adopté par les 2 chambres du Parlement. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi qu'on a dit, la loi Lutundula. J'ai vu beaucoup d'hommes politiques commenter là-dessus, disant que Félix devait faire de la réforme, il ne l'a pas fait, que la loi Lutundula a été charcutée de tous les éléments des réformes à l'intérieur. Vous aussi, vous êtes dans cette logique-là. Vous pensez qu'on fait du Kabila sans Kabila? On a pratiquement repris le même terme que vous, à votre époque, que vous avez adopté avec Kabila. Non, écoutez, je pense plutôt... nous embrassons la vision d'un diplomate américain qui disait que le processus électoral ou démocratique du Congo est dynamique. Lorsque, avant, ils avaient mis en doute
l'élection du président de la République en 2018. Finalement, ils ont dit, bon, écoutez, il y a une dynamique qui s'est installée et nous nous instaurons dans cette dynamique-là. Tout ça pour dire qu'avec les élections de 2006, le peuple congolais avait soif d'une chose, c'est-à-dire de voir la fin de l'accès au pouvoir suprême par le sang et la tragédie. Il fallait qu'il y ait des élections et que la personne qui préside à notre destinée commune puisse être élue par le peuple congolais. Les élections de 2018 avaient un tout autre enjeu. Ce qu'il fallait que nous puissions avoir une alternance pacifique et démocratique. Le Congolais voulait mettre fin à cette sorte de contentieux historique que nous avions avec nous-mêmes, parce que nous n'avions jamais vécu un changement à la tête du pays, dans la paix, dans la démocratie et de manière tout à fait civilisée. C'était ça l'enjeu principal. Et ça, c'est peu importe qui succédait à Joseph Kabila, il fallait voir Joseph Kabila écarté du pouvoir. Une passation pacifique du pouvoir. C'était cela l'enjeu. Mais l'enjeu des élections de 2023, c'est lequel? C'est celui de la transparence. Parce que le peuple exige maintenant que le choix qu'il va faire dans l'urne soit celui que le président de la CENI va annoncer dans les médias, et que ce soit celui que la Cour constitutionnelle va avaliser ou confirmer. Mais en le disant, vous confirmez un peu ce qu'ils ont toujours dit, que Kabila a tripoté les élections d'une certaine manière. Hein. Comprenez-moi. Si vous dites que l'enjeu, c'est l'enjeu de la transparence, vous reconnaissez en sourdine que les élections d'hier n'étaient pas transparentes. Je fais une analyse politique, tout simplement. J'ai dit simplement qu'il y avait... N'oubliez pas que vous êtes du FCC. Ces analyses-là peuvent vous rattraper vous-même. Exactement. Je fais une analyse et je me dis qu'en 2006 et 2011 et 2018, ce ne sont pas les mêmes enjeux. En tout cas, pas jusqu'en 2023. Les enjeux diffèrent. Et ces enjeux-là, les dirigeants ont une responsabilité de répondre aux enjeux du peuple congolais. Voyez-vous, Joseph Kabila avait la responsabilité de répondre à l'enjeu d'une alternance démocratique et pacifique, qu'il quitte le pouvoir pacifiquement pour qu'un autre président de la République le prenne aussi pacifiquement. Le président Tshisekedi a la responsabilité de rendre ce processus le plus transparent possible pour que les résultats soient le plus crédibles possible. Revenons à la loi. À partir du moment où... loi votée actuellement ne va pas dans ce sens-là? Exactement. À partir du moment où la CENI, ou la loi qui a été adoptée au Parlement, consacre la politisation de la CENI, nous disons que cette loi n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Tout simplement. Cette loi n'est pas à la hauteur de l'enjeu des élections de 2023. Il faut que cette loi réponde à cet enjeu-là. Les élections de 2018 avaient un autre enjeu. En 2023, c'est un autre enjeu. Et cette loi-là ne répond pas à l'enjeu de transparence, à l'enjeu de la foi dans laquelle le peuple doit avoir dans les résultats des élections de 2023. Malheureusement, on l'a adopté dans ces termes-là. Qu'est-ce qui vous embête autant? Le fait qu'on soit réparti en termes de quotas politiques, majorité, opposition... Nous aurions voulu qu'il y ait une garantie de transparence. Nous aurions voulu qu'il y ait une garantie de vérité des urnes à l'issue des élections de 2023. Cette loi-là ne donne pas cette garantie-là. À partir de ce moment-là, nous disons que la loi, elle ne répond pas à l'enjeu. Notre Parlement a raté ce rendez-vous avec l'histoire. Vous pensez que les décors de la tricherie d'échec est en train petit à petit d'être implanté? Exactement, dans les mêmes termes, exactement. Parce que ça, le peuple n'attend plus... Écoutez, le peuple congolais a tout vécu en termes d'élections, déjà. Tout ce qu'il demande maintenant, il demande qu'on respecte son choix. Si les élections passées n'avaient pas respecté le choix du peuple, tant mieux, ou tant pis. Mais maintenant, le peuple exige que c'est son choix soit respecté. C'est l'unique enjeu qui existe. Il n'y aura plus d'alternance. En fait, l'alternance politique démocrate ne sera plus une nouveauté pour le Congolais. Un président de la République élu au suffrage universel, ça ne sera plus une nouveauté. La nouveauté, où l'enjeu principal et réel des élections de 2023, c'est la transparence. À partir du moment où cette loi électorale ne répond pas, sur la réforme de la CENI, ne répond pas à cet enjeu-là, eh bien nous avons raté... Donc là, vous allez dans le sens du communiqué publié par la CENCO et les CC qui se plaignent un peu de la manière dont la loi a été votée et du fait que la loi aurait été charcutée. La loi ne rentre pas dans le cadre de l'idée que Lutundula se faisait de cette loi-là. Nous disons que la loi, à partir du moment où la force ou bien l'équilibre des forces politiques dans le bureau de la CENI ou dans la plénière de la CENI n'est pas garanti, et bien à partir de ce moment-là, la loi ne respecte pas ou n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Mais j'ai quand même vu les députés et sénateurs du FCC voter la loi et exiger même des postes. Hein. J'ai vu
à l'Assemblée nationale Didier Manara, l'ancien gouverneur de la province du Maniema, qui est président du groupe parlementaire PPRD allié, soutenir la loi d'une certaine manière et réclamer même des procès là-dessus. Hein. On a l'impression que vous soufflez le chaud et le froid, vous, du FCC. Nous parlons du centre. C'est le point de vue du centre. C'est pourquoi nous disons que le centre est en train de militer au sein même du FCC pour qu'il y ait des réformes. Parce que ce que nous disons, c'est ce que nous pensons être la véritable pensée du peuple. À partir de ce moment-là, nous ne nous inscrivons plus dans une sorte de caporalisme où nous devons absolument suivre des mots d'ordre ou des pensées uniques. Maintenant, nous disons qu'il faille réformer notre façon de faire pour que nous puissions renouer avec le peuple. Voilà, c'est ça notre position. Au centre, nous pensons que cette loi a raté le rendez-vous avec l'histoire parce qu'il n'a garanti pas la transparence et la crédibilité du processus. Rodrigue Mwamba, on va quitter l'Assemblée nationale et le Sénat, mais j'allais quand même vous faire réagir. Vous parlez tout le temps des rapports de l'IGF. Vous êtes content du travail que M. Alengueti fait, ou vous vous dites, comme la plupart des sociétaires de l'opposition, que c'est du folklore, que c'est un instrument contre les adversaires politiques? Quelle est votre perception du travail qu'a aujourd'hui l'IGF? Écoutez, ma perception n'est pas importante, mais nous parlons plutôt des résultats. Quels sont les résultats de tous ces rapports? À partir du moment où il y a beaucoup de bruit qui sont faits autour des rapports qui concernent des adversaires, je vous signale que l'ancien ministre de la Santé, par exemple, a eu un rapport de l'IGF qui est enterré. Il y a eu une action judiciaire contre l'ancien ministre de la formation professionnelle, on n'en parle plus. Mais pourquoi est-ce qu'on met en exergue que les sociétaires du FCC? Pourquoi est-ce qu'on met en exergue que des potentiels candidats ou adversaires politiques? Voilà, c'est ça le vrai problème. À partir du moment où on trouve dans ce dispositif de propagande politique l'IGF, eh bien, nous doutons un peu de la bonne foi de M. Jules Alengueti. Vous pensez que c'est une structure inféodée qui reçoit des ordres politiques, notamment de la présidence de la République? Il est dit lui-même. Il dit sa hiérarchie, c'est la présidence de la République. Il est dit lui-même. C'est la loi, il est sous tutelle de la présidence de la République. Mais justement, eh bien, puisque la présidence de la République redoute être sous tutelle, probablement être sous les ordres quand même. Mais écoutez, lorsque la vulgarisation des rapports, je ne cesse de le répéter, ne va que dans un sens, dans le sens de discréditer des potentiels adversaires, peu importe ce qu'ils ont fait. À partir de ce moment-là, nous avons le droit de douter. Mais si, en réalité, ces rapports-là portaient des actions judiciaires avec des résultats probants, nous applaudirons. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Monsieur Mwamba, terminons un peu cette émission. Je voudrais aborder avec vous, vous parler des enjeux électoraux. Parmi les enjeux, c'est aussi la question de la participation aux élections, que ce soit présidentielle, que ce soit législative. Un débat a vu le jour dans la société ici, la question de la congolité, le Congolais des pères et des mères. Qu'en pensent les centres? Noël Tiani, qui amène l'idée, nous dit que nous avons un pays qui a été inféodé avec le brassage, le mixage, qu'en 18 ans, on a vu les armées d'autres pays se battre ici chez nous. Dans un pays qui a peur de la balkanisation, nous sommes en droit de verrouiller et de protéger les fonctions importantes comme la fonction président de la République. Vous dites quoi? Est-ce qu'il n'a pas raison, par exemple, Noël Tiani? Écoutez, Noël Tiani a eu le mérite de faire le buzz, vous voyez. Mais vous voyez, la politique, c'est sérieux. La politique, ce n'est pas que le buzz. Parce que, déjà, le Congo a la plus grande diaspora au monde. Et cette diaspora contribue pour environ 9 milliards de dollars l'an. C'est 4 fois plus que l'aide publique. Et nous, au centre, nous sommes pour la double nationalité, par exemple. Donc, au nom de cela, nous disons que nous sommes plutôt pour une certaine ouverture. C'est vrai que les politiciens ont tout le temps eu peur de cette double nationalité parce qu'on a peur que les Rwandais double nationalité, oui, verrouillons les fonctions importantes. Exactement. Il n'est pas contre ça. Exactement, j'y arrive. Mais maintenant, puisqu'il faut verrouiller, entre guillemets, les fonctions importantes, c'est excusez-moi le terme, une idiotie. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part pour venir vérifier quel est réellement le degré de pureté de la lignée de la personne qui est candidat à la présidence de la République. De père et de mère, oui, mais jusqu'à la 40e génération. Exactement. Quand est-ce qu'on considère qu'un Congolais est réellement né de père et de mère congolais? Est-ce que si son père ou sa mère lui-même a des parents qui sont, admettons, un parent est étranger et un autre parent est congolais, à partir de quel moment cette lignée-là est pure? Je pense que ce sont des débats qui ont divisé dans d'autres pays, qui ont amené dans la guerre civile, et nous n'en avons pas besoin ici au Congo. Le Congo connaît ses enfants.
Et l'amour du Congo ne se mesure pas par la pureté de sa lignée. L'amour du Congo se mesure par le degré de patriotisme que l'on a. Voilà notre position au centre. Voilà ce que nous en pensons de cette... Bon, ce n'est même pas une loi parce que ce n'est qu'une idée qu'il a lancée. Non, mais quand il dit qu'il faut quand même que nous soyons assez regardants à celui qui prend le pouvoir. Quand Exactement. il évoque des questions liées notamment à la balkanisation, à l'infiltration, avec les guerres, les mixages et les braquages que Kabila nous a amenés en cascade ici, est-ce que vous ne pensez quand même pas qu'un pays aussi fragile comme le nôtre a besoin de déverrouiller ces fonctions-là, M. Mwamba? Vous pensez que les enfants du Congo qui ont trahi le Congo, qui ont fait la guerre au Congo, sont tous de père et de mère congolais? Tous ceux qui ont trahi ce pays pendant toutes ces années où il y a eu des guerres à l'Est, où il y a eu des trahisons, des infiltrations dans l'armée, vous pensez qu'il s'agissait réellement des personnes qui sont réellement nées de père, qu'il s'agissait au fait de l'origine des personnes ou des Congolais? Non, ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat. Il ne faudrait pas aller dans cette distraction-là parce que, encore une fois, c'est tout un dispositif politique où on trouve l'IGF d'un côté et M. Tchani d'un autre côté pour discréditer ou mettre hors jeu de potentiels adversaires politiques. Malheureusement, vous savez, même la loi... parce que cette loi dont il réclame, il dit que voilà, ça date de l'époque de Mobutu, on précisait qu'il y avait de père et de mère dans la Constitution, c'est très bien, mais même au-delà, même avant cela, déjà à l'époque des indépendances, on parlait pour devenir président de la République, il fallait être président de père et de mère, et à l'époque, c'était aussi pour écarter un potentiel candidat président de la République. Donc ce que nous disons, c'est qu'il y a une véritable démarche politique qui est cohérente avec l'IGF, M. Noël Tchani, pour écarter des potentiels adversaires politiques. À partir du moment où on fait des lois taillées sur mesure pour écarter des adversaires politiques, les résultats, c'est la division du peuple. Vous êtes de ceux qui pensent que c'est Moïse Katumbi qui serait visé par cette loi-là? Je suis de ceux qui pensent qu'il y a des adversaires politiques qui sont visés par cette loi-là. Et notamment, il y a Moïse Katumbi qui est visé, c'est clair. C'est clair. Et la démarche aujourd'hui, si on fait une analyse politique minutieuse, on voit très bien que voilà, on est dans cette démarche-là, d'écarter des potentiels candidats, mais cela ne profite pas au débat politique, parce que le peuple congolais a besoin du débat politique. Il faudrait qu'il choisisse en fonction du débat. Ce n'est pas en écartant des candidats que l'on va forcément rendre ce débat qualitatif. Il faudrait laisser tout le monde s'exprimer, pas en mettant des lois sur mesure pour essayer d'écarter des candidats. Débat politique, parlons-en justement. Il y a de plus en plus des convictions que nous n'aurons pas les élections en 2023. On évoque le corona, Covid, qui a tellement massacré les économies du monde et du Congo. On évoque aussi les 2 ans que beaucoup dans l'UDPS considèrent des tristes mémoires, des mariages qui a claudiqué, qui n'a pas marché entre Kabila et Félix Tshisekedi. Beaucoup pensent qu'il faut redonner 2 ans de plus au président de la République, un glissement technique pour lui permettre d'organiser des élections correctes. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller dans ce débat-là? Vous parlez des élections transparentes, vous parlez des enjeux électoraux pour demain, notamment la transparence. Est-ce que si M. Tshisekedi nous dit, comme ça semble de plus en plus prendre corps dans l'opinion, qu'il nous faut 2 ans, vous, dans les centres, vous êtes prêts? On repousse un peu pour avoir des élections sérieuses? Non, écoutez, déjà... Un glissement de 2 ans ne serait ni profitable à l'UDPS, ni profitable au pays. Parce que nous sommes dans une période où nous avons besoin de stabilité politique. Vous savez, la stabilité politique ou des institutions politiques est le gage de tout développement. À partir du moment où on va dans les glissements, eh bien c'est l'instabilité qui s'installe, ce sera des dialogues, ce sera des manifestations de rue, ce qui va terriblement secouer nos institutions. Et nous n'en avons pas besoin. Il y a eu cette sorte de ballon d'essai avec l'UDPS qui a lancé ce débat-là, et ils se sont très vite rendus compte que voilà, le peuple n'est pas dans ce schéma-là. Et je pense que le président de la République lui-même avait corrigé parce qu'il s'est inscrit... Malgré la déclaration du président de la République, tout porte à croire que ça devient... Exactement, c'est pourquoi non, ça n'est pas impossible, voyez-vous. Nous avons... N'oubliez quand même pas qu'on a eu Covid, non, François Rodrigue Mwamba? Les élections de 2011 ont été financées totalement par les Congolais. Et il y avait une crise mondiale, la crise de subprime, etc., qui a secoué tout le monde entier. À la hauteur de Corona, et qui est arrivée aussi au Congo.
il n'y a aucune différence entre notre budget à l'époque et notre budget ici. Notre capacité de mobiliser les moyens à l'époque et notre capacité de mobiliser les moyens maintenant, il n'y a aucune différence. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui de dire que les élections sont impossibles à cause du coronavirus. Ça, c'est un gros mensonge. Et personnellement, je ne vois pas pourquoi, quel est le bénéfice réel de l'UDPS ou du président de la République de repousser de 2 ans les élections, sinon que de créer une crise politique inutile et qui ne dit pas son nom. On risque d'avoir des passerelles entre vous et l'FCC, Martin Fayulu, Kwatumbi, Bemba pour défendre tout ça. Est-ce possible cette réconfiguration politique comme on est en train d'en parler de plus? Personnellement, je pense que c'est tôt de parler d'une telle réconfiguration parce que la réconfiguration doit commencer d'abord au FCC et ensuite nous verrons si on peut coaliser avec d'autres personnes. Mais pour l'instant, nous disons que c'est trop tôt pour le... Qu'est-ce que vous attendez au sein du FCC? Que Némi parte déjà, vous avez obtenu la tête de Némi, qu'on fasse quoi? Qu'on fasse une présidente rotative? Quelles sont les grandes réformes que vous... Ce que nous attendons au FCC, c'est des réformes d'abord dans le mode de décision. Ça, c'est la première chose. Il faudrait que ce mode de décision soit de plus en plus ouvert ou plus large, échantillon ou sociétaire des membres du FCC. Ça, c'est ce que l'on a reproché au comité qui est parti. Et ce que nous demandons aussi, c'est qu'il y ait des idées, une vision qui nous rapproche de plus en plus du peuple congolais. Si le peuple a besoin de justice aujourd'hui, si le peuple a besoin que l'on s'occupe de son social, eh bien le FCC doit présenter un programme plus attrayant et qui puisse séduire à nouveau le peuple congolais. Si nous ne faisons pas cela, eh bien c'est parti pour un nouvel échec en 2023. Et un peu d'indiscrétion quand même. Pour vous, qu'est-ce qui a été à la base de la défenestration du FCC? Pourquoi Tshisekedi vous a vaincu apparemment aussi facilement que ça? C'est un miracle. C'est un miracle parce qu'à partir du moment où vous avez des députés inscrits sur une liste d'un parti politique donné et que une partie de ces députés est dans l'opposition et l'autre partie est à la majorité, je ne sais pas quel texte de notre pays le permet. C'est pourquoi je dis que c'est un miracle. Et bien sûr aussi le pouvoir de l'argent. Ok. Les billets verts ont circulé selon vos informations? Exactement. On va finir cette émission. On a fait 46 minutes. Monsieur Rodrigue Mwamba, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Je rappelle que nos portes sont grandement ouvertes. Revenez quand vous voulez et ça nous fera énormément plaisir. Merci. Je vais m'y employer. Merci beaucoup. Allez, nos salutations à Germain Kambinga. Ok. Madame, Messieurs, l'émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc Rodrigue Mwamba, porte-parole de les centres, plateforme ou formation politique de Monsieur Germain Kambinga. Avec lui, on a fait la lecture de l'actualité politique dans le pays. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je serai heureux de vous retrouver demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bon. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.